Parfois, la voix humaine fonctionne comme un fil invisible. Elle ne coupe pas par le volume, elle coupe par la direction. Il y a des gens qui crient pour se sentir grands, mais ils ne font qu'exposer leur petitesse intérieure. Et il y en a d'autres qui, avec des mots mesurés et un calme dérangeant, obtiennent quelque chose que le bruit n'obtient jamais, le respect. Le genre de respect qui fait que les autres se redressent, baissent le ton et réfléchissent avant de vous parler. Ce respect naît de la maîtrise de soi, non de l'impulsion. La plupart des gens pensent qu'il faut parler fort pour s'imposer. Mais la réalité est beaucoup plus crue et plus intéressante. Le véritable respect apparaît lorsque vous contrôlez votre voix, comme si vous teniez une arme chargée, sans trembler, sans précipitation, sans besoin de prouver quoi que ce soit. Parce que lorsqu'une personne parle fermement, sans perdre son calme, sans réagir comme on s'y attend, elle oblige l'autre à reconsidérer son attitude. Et c'est là que commence votre pouvoir. Cette vidéo ne vous apprendra pas à humilier qui que ce soit, ni à gagner des disputes. Elle vous apprendra quelque chose de plus précieux. Comment parler pour être pris au sérieux sans élever la voix. Comment utiliser des phrases qui fixent des limites avec élégance. Comment répondre sans tomber dans les provocations et comment transmettre l'autorité sans agressivité. Ce que vous allez apprendre ici est basé sur les principes du stoïcisme, sur la force de la sérénité et sur la précision verbale qu'Épictète, Marc Aurèle et Sénèque considéraient comme les signes d'un esprit véritablement fort. Tout au long de ce parcours, vous comprendrez que le ton serein n'est pas de la passivité, c'est de la stratégie. Que le silence n'est pas une faiblesse, c'est du pouvoir. Et que le calme, lorsqu'il est maintenu même dans les moments tendus, vaut plus que n'importe quel cri. Si vous écoutez chaque partie de ce scénario, je vous promets une chose. Votre façon de parler changera la façon dont le monde vous traite. Parce que lorsque vous maîtrisez votre voix, vous maîtrisez votre présence. Et lorsque vous maîtrisez votre présence, le respect cesse d'être une demande et devient une conséquence. Parle avec fermeté et calme. La voix ressemble beaucoup au pouls d'un guerrier. Elle ne se mesure pas par la force de ses battements, mais par sa constance lorsqu'autour de toi tout tremble. Car celui qui maintient son pouls stable au milieu du chaos devient automatiquement la personne que tout le monde écoute, même ceux qui le sous-estimaient auparavant. C'est la force d'une voix sereine et ferme. Une voix qui ne rivalise pas en volume, mais en contrôle. Une voix qui ne cherche pas à s'imposer en criant parce qu'elle sait que la véritable autorité n'a pas besoin de bruit. Parler avec fermeté et calme ne signifie pas sonner doux ou tiède. Cela signifie sonner clair. Cela signifie que chaque mot sort avec la précision de quelqu'un qui n'a pas besoin de se justifier. La fermeté se ressent lorsque tu parles sans hésiter, lorsque ton ton ne monte ni ne descend au rythme de l'émotion de l'autre, lorsque tu maintiens une stabilité verbale qui fait que l'autre personne réalise qu'elle ne va pas te déplacer de ton centre. Cela dérange, cela met mal à l'aise, cela impose. Parce que rien ne désarme plus que de voir qu'ils ne peuvent pas te déstabiliser. Le respect que tu cherches n'apparaît pas lorsque tu essaies de montrer ta force, il apparaît lorsque ton ton reflète que tu l'as déjà. C'est pourquoi le calme est une arme. Et je ne parle pas du calme passif, mais du calme conscient, celui qui te permet de regarder une situation tendue sans réagir comme ils s'y attendent. Celui qui crie montre qu'il a perdu le contrôle. Celui qui garde la voix ferme montre qu'il a déjà gagné, parce qu'il contrôle quelque chose que la plupart ne contrôlent pas, leur impulsion. Une voix ferme communique 3 choses qui obligent les autres à te traiter avec respect. Premièrement, elle transmet une clarté mentale. Deuxièmement, elle démontre l'autocontrôle. Troisièmement, elle marque le territoire sans agression. Et les gens respectent toujours celui qui contrôle son territoire interne. C'est exactement ce qu'Épictète enseignait quand il disait que nous ne pouvons pas contrôler ce que les autres font. Mais comment nous choisissons de répondre? Le ton ferme est ce choix conscient qui te sépare de la réaction impulsive et te place sur le terrain de la maîtrise de soi.
Parler calmement ne te rend pas faible, cela te rend imprévisible. Les gens s'attendent à du bruit, ils s'attendent à ce que tu élèves la voix, ils s'attendent à ce que tu te défendes à partir de l'émotion. Quand tu ne le fais pas, tu déconcertes. Et quand tu déconcertes, tu prends l'avantage. Par exemple, si quelqu'un te parle de manière agressive, répondre par un « parlons calmement, nous nous comprendrons mieux » peut désamorcer la tension immédiatement ou peut révéler qui a vraiment perdu son sang-froid. Dans les deux cas, tu gagnes du respect parce que tu démontres que personne ne décide de ton ton sauf toi. Dans les situations quotidiennes, c'est un outil inestimable. Dans une réunion, ta voix calme devient autorité. Dans une discussion familiale, elle devient limite. Dans une conversation difficile, elle devient un signe de maturité. Et quand quelqu'un essaie de te provoquer et que tu maintiens la même sérénité, cela devient un rappel silencieux que ton esprit n'est pas disponible pour le chaos des autres. Le calme ferme n'est pas seulement une façon de parler, c'est une façon de te positionner dans le monde. C'est dire à l'autre sans avoir besoin d'explication. Je décide comment je parle, je décide comment je réponds, et ton attitude ne va pas dicter mon comportement. Quand tu parles ainsi, tu changes complètement la dynamique. Ta présence grandit, tes mots pèsent plus, ton silence acquiert même une plus grande autorité. Parce que la fermeté dans la voix n'est pas un style, c'est une déclaration. C'est montrer que tu as le contrôle de toi-même, et celui qui contrôle sa voix contrôle le respect qu'il reçoit. 2. Définissez clairement vos limites. Les limites fonctionnent comme les murs d'une maison. Si elles sont bien construites, elles protègent tout ce qui se trouve à l'intérieur. Si elles sont mal posées, n'importe qui peut entrer, déplacer des choses, toucher ce qu'il ne doit pas et traiter votre espace comme s'il était le sien. La façon dont vous parlez définit ces murs. Et quand vous parlez sans clarté, les gens ont tendance à vous envahir. En revanche, lorsque votre voix établit des limites fermes et sans peur, ils commencent immédiatement à traiter votre espace, votre temps et votre dignité avec respect. Définir des limites n'a rien à voir avec le fait de paraître dur ou autoritaire. Il s'agit de paraître défini. Une personne définie ne supplie pas, ne se justifie pas trop, ne se brise pas sous la pression sociale. Une personne définie parle comme quelqu'un qui sait ce qu'elle permet et ce qu'elle ne permet pas. Et cela se voit en quelques secondes. La clarté de la voix indique à l'autre où s'arrête sa liberté et où commence la vôtre. Lorsque vous fixez une limite, vous le faites pour protéger votre paix, pas pour générer des conflits. Beaucoup de gens ne savent pas fixer des limites parce qu'ils craignent de paraître rudes ou de mal paraître. Et cette peur est précisément ce qui fait que les autres en profitent. La clarté n'est pas de l'agression. La clarté est le respect de soi. Et le respect de soi déclenche toujours le respect extérieur. La limite est fixée lorsque vous dites calmement des phrases comme « Je ne continuerai pas cette conversation si tu me parles ainsi »,« Je ne suis pas disponible pour cela maintenant »,« Je n'accepte pas d'être traité de cette manière »,« Ce ton n'est pas approprié, parlons mieux », il n'y a pas de cris, pas de menaces, pas d'insultes. Juste une affirmation directe qui oblige l'autre à ajuster son comportement ou à être exposé. La clarté de la limite est inconfortable pour ceux qui ont l'habitude de franchir des lignes sans conséquence. C'est pourquoi beaucoup de gens réagissent mal lorsque vous commencez à parler ainsi. Non pas parce que vous êtes injuste, mais parce que vous avez cessé d'être accessible à leur manque de responsabilité émotionnelle. Les limites révèlent des vérités. Elles révèlent qui vous respecte et qui vous utilise seulement. Elles révèlent qui est prêt à dialoguer de manière adulte et qui se perd dans des jeux infantiles de manipulation. Du point de vue du stoïcisme, les limites sont considérées comme une extension naturelle de l'autocontrôle. Comme le disait Marc Aurèle, l'esprit se renforce lorsqu'il décide ce qu'il accepte et ce qu'il rejette. Et fixer une limite verbale, c'est exactement cela, une déclaration de ce que votre esprit n'est plus prêt à tolérer. Lorsque vous parlez en précisant clairement ce que vous permettez, vous devenez quelqu'un de difficile à manipuler. Dans les situations quotidiennes, cela fait une énorme différence. Si un collègue de travail vous délègue des responsabilités qui ne vous incombent pas,
Répondre d'un ton calme et ferme, cela ne fait pas partie de mes fonctions, donc je ne peux pas m'en occuper. Évite les surcharges et vous positionne comme quelqu'un qui ne cède pas sous la pression. Si un membre de votre famille tente de s'imposer avec des exigences injustes, dire « je peux t'écouter mais je n'accepterai pas que tu me parles de cette façon », change la dynamique et établit une nouvelle réalité. Les limites protègent également votre énergie. Elles vous évitent de vous épuiser dans des conversations inutiles, vous aident à éviter les environnements toxiques et rappellent au monde que votre paix a un prix que vous seul décidez. Et plus vos limites sont claires, plus il sera facile pour les gens de vous traiter avec respect, car ils sauront que vous n'êtes pas prêt à tolérer ce que vous laissiez passer auparavant par peur de déranger. Lorsque vous fixez des limites avec une voix calme, directe et sûre, vous créez une barrière invisible que les gens ressentent. 3. Contrôle ta réponse. Répondre en plein conflit ressemble à tenir une torche dans une pièce remplie d'essence. N'importe quel mouvement impulsif peut tout enflammer, mais un mouvement calculé éclaire le chemin sans rien détruire. La différence entre se respecter ou perdre de l'autorité est exactement là, dans ce millième de seconde où tu décides de réagir à partir de l'instinct ou de répondre à partir du calme. Celui qui contrôle sa réponse contrôle le cours de la conversation. Et celui qui contrôle le cours de la conversation contrôle le respect qu'il reçoit. L'erreur la plus courante est de croire que la réponse immédiate démontre la sécurité. C'est faux. Ce qui démontre la sécurité, c'est de choisir quand et comment répondre. Les personnes impulsives réagissent sans réfléchir, se débordent, se laissent emporter par l'émotion de l'autre. Les personnes fortes écoutent, analysent, ralentissent le rythme interne et répondent à partir d'un point où elles ne sont plus prisonnières du moment. Cette pause consciente vaut plus que n'importe quel cri. Marc Aurèle parlait constamment de quelque chose de fondamental. L'émotion que tu reçois n'a pas à être l'émotion que tu rends. Et ce principe reste l'une des outils les plus puissants pour gagner du respect. Peu importe si on te provoque, te presse ou te manipule. Si tu ne permets pas que l'émotion de l'autre détermine ton ton, tu as déjà gagné la moitié de la bataille. L'autre moitié, tu la gagnes quand tu réponds à partir de ton critère, pas de ton ego. Contrôler ta réponse a un impact immédiat sur n'importe quelle interaction quotidienne. Si quelqu'un te parle avec sarcasme, répondre avec clarté au lieu de jouer le jeu montre qui a le contrôle mental. Si quelqu'un essaie de te faire sentir coupable, répondre avec des phrases comme « Je comprends ton point de vue, mais je vais maintenir ma décision » montre que ta stabilité émotionnelle n'est pas à vendre. Et si quelqu'un veut t'entraîner dans une discussion inutile, répondre « Je ne vais pas continuer si l'objectif est de se battre » coupe l'essai avant qu'il ne commence. Les gens sous-estiment le pouvoir de la composture parce qu'ils sont pris dans un monde où réagir rapidement semble être une obligation. Mais le vrai respect ne vient pas de l'impulsion, il vient de l'intention. Quand tu prends ces 2 secondes pour inspirer, réfléchir et aligner ta réponse, l'autre personne le ressent. Elle sent qu'elle n'a pas accès à ton centre émotionnel. Elle sent qu'elle ne peut pas te manipuler. Elle sent qu'elle ne peut pas t'entraîner au niveau qu'elle veut. Et cette sensation les fait changer de ton, mesurer leurs mots et reconsidérer leur position. Dans les conversations tendues, contrôler ta réponse est la différence entre escalader ou désactiver. Entre rester coincé dans une discussion sans fin ou clarifier dès le début que tu n'es pas disponible pour des dynamiques dégradantes. Souvent, il suffit de répondre avec des phrases fermes, courtes et sereines pour que l'autre personne comprenne que tu ne vas pas jouer à ce jeu. Il est également important de comprendre que le contrôle de ta réponse n'est pas une censure émotionnelle, c'est un ordre émotionnel. Il ne s'agit pas de réprimer, il s'agit de diriger. L'émotion peut apparaître, mais celui qui répond est ton critère, pas ton impulsion. Et plus tu pratiques ce contrôle interne, plus tu remarqueras comment la façon dont on te traite change. Les gens commencent à t'écouter avec plus d'attention, à se mesurer davantage, à te prendre plus au sérieux.
Ta présence devient plus lourde, plus stable, plus respectée. Contrôler ta réponse n'est pas seulement une compétence, c'est une déclaration de pouvoir personnel. C'est dire au monde que ton esprit n'est pas un champ de bataille, mais un espace ordonné. 4. Exprimez votre désaccord avec respect. Dire que vous n'êtes pas d'accord est comme tenir une porte en verre face à une tempête. Si vous la fermez brusquement, elle se brise et tout se termine dans le chaos. Si vous la maintenez fermement, avec précision et sans peur, la tempête reste à l'extérieur et vous conservez votre ordre intérieur. C'est l'essence d'exprimer un désaccord sans perdre le respect ni perdre son calme. Il ne s'agit pas d'éviter le conflit, mais de le gérer avec une élégance qui désoriente celui qui s'attendait à une réaction impulsive. La plupart des gens paniquent lorsqu'ils doivent dire « je ne suis pas d'accord », parce qu'ils confondent la différence avec la confrontation. Et cette confusion est la raison pour laquelle tant de gens finissent par céder quand ils ne le veulent pas, acceptant des idées qu'ils ne partagent pas ou se taisant pour ne pas déranger. Mais lorsque vous apprenez à exprimer votre désaccord avec une voix ferme et sereine, le respect apparaît automatiquement. Non pas parce que vous criez votre position, mais parce que vous la maintenez avec une assurance qui n'a pas besoin de violence. Exprimer un désaccord avec respect commence par la clarté intérieure. Avant d'ouvrir la bouche, vous devez savoir exactement ce que vous pensez et pourquoi vous le pensez. Les gens qui doutent d'eux-mêmes tremblent en parlant. Les gens qui se connaissent eux-mêmes maintiennent leur position. Lorsque vous dites des phrases comme « je vois les choses différemment pour cette raison »,« je ne partage pas ce point de vue, mais j'écoute ce que vous dites » ou « je respecte votre opinion même si je ne suis pas d'accord », vous projetez une maturité qui exige une considération immédiate. Épictète disait que personne ne peut vous forcer à accepter un jugement qui ne résonne pas avec vous. C'est la racine du désaccord respectueux. Vous ne rejetez pas la personne, vous rejetez l'idée. Vous n'attaquez pas, vous délimitez. Et cette différence est ce qui rend votre position puissante. Les gens peuvent ne pas être d'accord avec vous, mais ils ne peuvent pas ignorer que vous êtes ferme. De plus, le respect se multiplie lorsque vos paroles ne cherchent pas à humilier. Beaucoup de gens confondent le désaccord avec la démonstration de supériorité, et cela ne génère que du rejet. Mais lorsque vous exprimez votre désaccord sans intention de blesser, sans sarcasme et sans entrer dans des jeux égocentriques, la conversation change de niveau. L'autre personne comprend que vous ne faites pas de compétition. Vous communiquez à partir d'un lieu de stabilité émotionnelle. Et la stabilité émotionnelle inspire toujours le respect. Dans la vie quotidienne, c'est essentiel. Lors d'une réunion de travail, si tout le monde est d'accord avec une idée que vous savez ne pas fonctionner, dire calmement « j'ai une position différente et je pense qu'il est important de la considérer », vous positionne comme quelqu'un de courageux et de raisonnable. Dans une relation personnelle, dire « je ne partage pas ce que tu dis, mais je veux comprendre ton point de vue » évite les disputes inutiles et maintient la relation sur un terrain adulte. Dans des discussions tendues, dire « je n'accepte pas cette approche, parlons clairement » arrête l'escalade émotionnelle. Le désaccord respectueux révèle également qui veut dialoguer et qui veut imposer. Lorsque vous parlez calmement et que l'autre personne s'agite, il est évident qui cause réellement le conflit. Vous maintenez votre centre, vous maintenez votre ton, vous maintenez votre respect. Et lorsque votre ton ne change pas, l'autre est obligé d'ajuster le sien ou il est ridiculement déplacé. Exprimer un désaccord avec respect ne signifie pas être neutre. Cela signifie être percutant sans être agressif. Cela signifie que votre voix ne cherche pas à blesser, elle cherche à se positionner. 5. Arrêtez les conversations toxiques. Les conversations toxiques sont comme un puits sans fond. Vous pouvez descendre 10 marches en pensant que vous êtes toujours en contrôle, mais quand vous essayez de remonter, vous découvrez que la corde n'est plus là, la lumière a disparu et l'atmosphère commence à vous étouffer. C'est pourquoi arrêter une conversation toxique à temps n'est pas de la lâcheté, c'est de la survie émotionnelle.
C'est comprendre que toutes les discussions ne méritent pas votre énergie et que tout dialogue n'est pas vraiment un dialogue. Certains ne sont que des pièges conçus pour vous épuiser. La plupart des gens tombent dans des conversations toxiques parce qu'ils pensent qu'ils peuvent réparer l'autre avec des arguments, de la logique ou de la patience. Mais on ne peut pas raisonner avec quelqu'un qui ne veut pas raisonner. On ne peut pas dialoguer avec quelqu'un qui cherche seulement à avoir le dernier mot. Et on ne peut pas rester calme si la conversation est construite pour vous provoquer. C'est là que l'apprentissage de l'arrêt devient une compétence essentielle pour gagner du respect. Parce que quand vous dites « jusqu'ici », vous dites beaucoup plus que ça. Vous dites « mon esprit n'est pas votre poubelle émotionnelle ». Arrêter une conversation toxique ne nécessite pas d'élever la voix, seulement du courage verbal. Des phrases comme « je ne continuerai pas si nous continuons sur ce ton », « parlons quand nous pourrons tous les deux penser clairement » ou « cette conversation n'est pas productive, nous la laissons ici », sont puissantes parce qu'elles coupent l'énergie destructive immédiatement. Elles indiquent à l'autre que vous n'êtes pas disponible pour un échange sans sens, que votre temps a de la valeur et que vous ne resterez pas dans un environnement où votre dignité est compromise. Du point de vue de la philosophie stoïcienne, Sénèque l'expliquait clairement. L'esprit doit se protéger des stimuli qui le dégradent. Et cela inclut les conversations qui alimentent le ressentiment, la manipulation, la culpabilité ou le chaos. Les stoïciens choisissaient soigneusement qui ils écoutaient, ce qu'ils répondaient et dans quelles conversations ils investissaient leur énergie. Ils n'évitaient pas le conflit, ils évitaient la perte de contrôle. Et arrêter une conversation toxique, c'est justement cela. Protégez votre centre avant que l'autre ne l'envahisse. Dans la vie quotidienne, cette compétence est indispensable. Dans les discussions familiales où quelqu'un insiste pour vous blâmer pour des choses que vous n'avez pas faites, arrêter la conversation empêche de tomber dans des dynamiques absurdes que vous connaissez par cœur. Au travail, lorsqu'un collègue veut vous entraîner dans des plaintes interminables ou des ragots qui n'apportent rien, dire « je ne veux pas entrer dans cette conversation » ne vous protège pas seulement, mais marque une distance et génère un respect immédiat. Dans une relation sentimentale, savoir couper un échange où l'autre cherche à blesser plutôt qu'à dialoguer est un moyen de vous rappeler que votre amour-propre est au-dessus de tout lien. Beaucoup pensent que stopper une conversation, c'est la perdre, mais c'est exactement le contraire. Vous la gagnez parce que vous ne tombez pas dans les provocations, vous ne donnez pas votre énergie et vous ne permettez pas à l'autre personne de décider de votre état émotionnel. Le calme ferme révèle qui est en contrôle. Et celui qui est en contrôle gagne le respect même de ceux qui tentent de le déstabiliser. Arrêter une conversation toxique vous donne aussi de l'espace. De l'espace pour penser, pour traiter, pour décider ce qui en vaut la peine et ce qui ne l'en vaut pas. De l'espace pour ne pas réagir sous pression. De l'espace pour revenir à vous-même avant de répondre. Et cet espace est un énorme avantage que la plupart des gens ne savent pas utiliser. Les gens qui se laissent entraîner perdent en clarté. Les gens qui savent arrêter ne perdent rien et gagnent tout. 6. Parle à partir de ta valeur personnelle. Ressentir ta propre valeur, c'est comme marcher avec une armure invisible. Elle ne pèse pas, elle ne brille pas, elle ne fait pas de bruit, mais elle change complètement ta façon de te mouvoir dans le monde et la façon dont le monde te répond. Quand tu parles à partir de ta valeur personnelle, tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit, tu n'as pas besoin d'impressionner qui que ce soit, et tu n'as pas besoin d'élever la voix pour être entendu. Les gens perçoivent que tu es debout sur une base solide, une base qui ne vacille pas, même si d'autres essaient de te pousser. C'est la force silencieuse qui génère du respect immédiat. Parler à partir de ta valeur signifie que chaque mot qui sort de ta bouche vient d'un lieu intérieur qui n'est pas contaminé par le besoin de plaire ou par la peur de mal paraître. Beaucoup de gens perdent le respect des autres parce qu'ils parlent à partir de l'insécurité, du doute, du désir désespéré d'être accepté. Et quand tu parles à partir de cet espace fragile, chaque phrase sonne comme une demande déguisée. En revanche, quand tu parles à partir de ta valeur personnelle, ta voix cesse de demander la permission
et commence à construire une présence. Cela se ressent dans des choses simples, dans la façon dont tu dis non, dans la façon dont tu expliques une idée, dans la façon dont tu demandes quelque chose, même dans la façon dont tu t'adresses à quelqu'un qui t'intimide. L'autorité ne vient pas du ton dur, elle vient de la conviction interne. Une personne qui sait ce qu'elle vaut ne se rabaisse pas, ne se justifie pas excessivement, ne tremble pas en défendant sa position et ne minimise pas ses mots pour éviter d'incommoder. La véritable sécurité ne crie pas, elle respire. Épictète insistait sur quelque chose d'essentiel. Personne ne peut te retirer ta valeur si tu ne la donnes pas d'abord. C'est le cœur de ce point. Parler à partir de ta valeur personnelle est un acte quotidien de ne pas donner ta dignité pour obtenir l'approbation. Ne pas te plier sous la pression. Ne pas reculer face à l'intimidation émotionnelle. Ne pas baisser la tête devant ceux qui veulent te faire sentir inférieur. Et le plus important, ne pas négocier ton identité pour l'acceptation sociale. Quand tu parles à partir de ta valeur, tu peux dire des phrases comme « Je ne suis pas prêt à accepter cela ». Je comprends ton point de vue, mais ma décision reste la même. Ou « Je respecte ta position, je maintiens la mienne », sans que ta voix tremble. Il n'y a pas d'agression, pas d'arrogance, pas besoin de t'imposer. Ce qui existe, c'est la clarté, l'autocontrôle et un respect de soi si évident qu'il oblige les autres à te traiter de la même manière. Dans les situations quotidiennes, cela fait une énorme différence. Au travail, parler à partir de la valeur personnelle évite que les autres te sous-estiment ou te surpassent. Dans la famille, cela évite que tu retombes dans des rôles anciens où tu étais minimisé. Dans les relations sentimentales, cela établit une base émotionnelle où tu ne mendies pas l'amour ni la validation. Dans les discussions tendues, cela te permet de répondre fermement sans tomber dans l'émotivité destructrice de l'autre. Beaucoup perdent le respect parce qu'ils parlent à partir de la blessure, pas de la valeur. Ils parlent à partir de la peur, de la culpabilité, du besoin d'être accepté. Mais le véritable respect apparaît lorsque l'autre personne sent que tu ne négocies pas ton essence. Quand elle perçoit que ta dignité n'est pas en solde. Quand elle comprend que tes mots ne se brisent pas sous la pression ni par manipulation. Parler à partir de ta valeur personnelle implique aussi de parler sans t'excuser d'exister. Cela implique de soutenir ta voix même si tu es minoritaire dans la salle. Cela implique de garder ton calme même si on essaie de te provoquer. Cela implique que tu n'as pas besoin de reconnaissance pour maintenir ta position. Celui qui parle à partir de la valeur transmet quelque chose qui ne peut pas être feint, la solidité interne. 7. Utilise le silence à ton avantage. Le silence fonctionne comme une ombre bien entraînée. Il ne parle pas, ne réclame pas, ne pousse pas, mais accompagne chacun de tes mouvements en laissant clair que quelque chose en toi observe avec plus de force que n'importe quel mot pourrait exprimer. Quand tu sais utiliser le silence, les gens ressentent ta présence même quand tu ne dis rien. Le silence est une arme propre, précise et difficile à affronter, parce qu'on ne peut pas débattre avec quelqu'un qui ne se laisse pas entraîner dans le bruit. La plupart sous-estiment le silence parce qu'ils confondent se taire avec perdre. Mais le silence stratégique n'est pas absence, c'est maîtrise. C'est choisir de ne pas répondre quand la conversation est conçue pour t'épuiser. C'est faire une pause avant de répondre pour obliger l'autre à reconsidérer ce qu'il vient de dire. C'est laisser le poids de tes mots tomber lentement au lieu de les diluer en essayant de gagner une discussion sans sens. Dans un monde où tout le monde parle trop, celui qui sait se taire devient gênant, imprévisible et profondément respecté. Le silence est si puissant parce qu'il révèle quelque chose que le bruit ne peut jamais cacher, le contrôle interne. Quand tu restes silencieux face à la provocation, tu n'es pas en train de céder, tu observes. Quand tu te tais avant de répondre, tu ne doutes pas, tu choisis. Quand tu décides de ne pas entrer dans une conversation qui ne vaut rien, tu ne fuis pas, tu protèges ton énergie. Ce type de silence est un message clair. Je ne suis pas disponible pour perdre mon temps.
Les stoïciens étaient maîtres de ce principe. Marc Aurèle répétait que toutes les situations ne méritent pas une réaction et que répondre moins est souvent mieux répondre. Le calme silencieux permet de voir l'intention de l'autre, de lire l'émotion derrière ses mots et de décider avec précision ce qui vaut la peine d'être répondu et ce qui est écarté sans effort. Le silence devient ainsi ton filtre mental, ta défense et ta déclaration de force. Dans la vie quotidienne, le silence est l'un des outils les plus utiles pour gagner du respect. Quand quelqu'un essaie de te provoquer, une longue pause les oblige à faire face à l'inconfort qu'ils ont eux-mêmes généré. Quand tu es dans une discussion où tout le monde parle par impulsion, garder le silence un moment fait que tout le monde veut entendre ce que tu vas dire. Quand quelqu'un veut te manipuler émotionnellement, le silence coupe le flux de pression et brise le contrôle qu'il cherchait à avoir sur toi. C'est aussi une façon de poser des limites sans prononcer un seul mot. Si quelqu'un te parle sur un ton inacceptable, ton silence accompagné d'un regard ferme communique plus que n'importe quel sermon. Si quelqu'un essaie de te forcer à prendre une décision immédiate, ton silence montre qu'ils ne pourront pas te précipiter. Si quelqu'un insiste pour t'entraîner dans son drame, ton silence laisse clair que tu ne vas pas participer. Le silence a un autre pouvoir fondamental. Il donne plus de valeur à tes mots. Quand tu ne parles pas trop, quand tu n'expliques pas trop, quand tu ne justifies pas trop, chaque phrase que tu dis a du poids. Les gens écoutent avec plus d'attention, se mesurent plus, calculent plus avant de te répondre. Ta présence grandit parce que ta voix n'est pas contaminée par le bruit inutile. Mais le véritable respect naît lorsque le silence que tu utilises ne vient pas de la peur, mais de la clarté. Un silence craintif se sent insécurisé. Un silence ferme se sent inébranlable. 8. Maintiens une présence sereine. Maintenir une présence sereine est comme tenir une torche au milieu d'une salle sombre. Tu n'as pas besoin de la bouger pour qu'elle éclaire. Tu n'as pas besoin de l'agiter pour qu'on te voie. Tu n'as pas besoin de faire du bruit pour que sa lumière soit impossible à ignorer. La sérénité fonctionne ainsi. Elle ne pousse pas, elle n'exige pas, elle ne menace pas, mais elle change l'atmosphère de n'importe quel endroit où tu arrives. Les gens la ressentent sans que tu ouvres la bouche. Et quand tu parles depuis cette présence, même tes mots les plus simples portent un poids que les autres ne peuvent pas ignorer. La sérénité ne signifie pas faiblesse. Elle signifie solidité intérieure. Elle signifie que tu ne réagis pas au rythme émotionnel de l'autre. Elle signifie que tu n'as pas besoin d'élever ta voix pour avoir de l'autorité. La présence sereine s'impose sans violence, fixe des limites sans crier et fait en sorte que l'autre ajuste son attitude sans que tu le lui demandes explicitement. La vie a une façon très particulière de te prévenir que tu es en train de changer. Elle commence à te laisser seul. Ce n'est pas une punition, c'est une transition. Lorsque ton esprit se renforce, lorsque tes priorités mûrissent et lorsque ta vision devient plus claire, le bruit tombe. Les gens s'éloignent et le chemin se libère. Et même si cela dérange au début, c'est le signe le plus honnête que tu entres dans une phase où le superficiel ne te sert plus. La solitude arrive juste quand tu la nies le plus, juste quand tu cherches de la compagnie pour te distraire, et juste quand tu ne veux pas écouter ce que ton intérieur essaie de te dire depuis des années. C'est pourquoi ça pèse. C'est pourquoi ça fait mal. Parce que cela t'oblige à te confronter à toi-même sans anesthésie. Mais cette confrontation est nécessaire. Personne ne se réveille entouré de distractions. Et c'est là que beaucoup se trompent. Ils pensent que ne pas avoir un groupe d'amis, ne pas recevoir de messages, passer des jours sans plan, signifie l'échec. Ils ne comprennent pas que la solitude ne t'isole pas, elle te révèle. Elle te montre quelles relations étaient soutenues par habitude, qui étaient là par commodité et quels liens n'ont jamais eu de racines. Les chutes sociales font mal, mais elles purifient. Le stoïcisme le dit sans détour. Tu ne contrôles pas qui reste, mais tu contrôles qui tu es lorsque la pièce devient silencieuse. Le silence n'est pas un ennemi, c'est un miroir. Il est inconfortable parce qu'il te montre la vérité. La vérité de tes habitudes, de tes peurs,
de tes dépendances émotionnelles, de tes vides. Et pourtant, c'est le seul endroit où tu peux vraiment te reconstruire. Cette vidéo ne vient pas adoucir la solitude, elle vient te montrer son véritable pouvoir. Parce que si tu comprends ce que cela signifie de la traverser, tu arrêteras de la voir comme une chute et tu commenceras à la voir comme une renaissance. Reste jusqu'à la fin. Les 10 leçons qui suivent ne sont pas théoriques. Ce sont des outils réels pour transformer la solitude en ton plus grand allié et faire du détachement le fondement de ta force intérieure. 1. Accepte la solitude comme une croissance. On dit que la solitude est comme une chambre qui commence à se remplir d'eau lentement. D'abord, une seule goutte tombe, puis une autre, et avant que tu ne t'en rendes compte, l'eau te monte jusqu'aux chevilles. La plupart des gens paniquent, cherchent désespérément une sortie, courent, sont anxieux, ont l'impression de se noyer. Mais si tu restes immobile un instant, si tu respires et observes, tu découvres quelque chose que presque personne ne voit. L'eau n'est pas venue pour te détruire, elle est venue pour t'apprendre à flotter. C'est ainsi que fonctionne la solitude. Elle arrive sans demander la permission. Elle apparaît quand tu la veux le moins, mais toujours au moment exact où tu en as le plus besoin. Accepter la solitude comme une croissance n'est pas une belle phrase, c'est une expérience qui te brise et te reconstruit en même temps. Elle te touche quand tu regardes ton téléphone et qu'il ne sonne pas, quand tu te rends compte que tu étais entouré de beaucoup de monde, mais de très peu de profondeur, quand le silence commence à se sentir trop grand et trop honnête. Et là, juste là, l'inconfort apparaît parce que tu n'es pas habitué à t'écouter sans filtre, sans bruit, sans distraction. Tu l'interprètes comme un abandon, mais en réalité c'est une évolution. La vie est en train de t'enlever ce qui te freinait. Chaque fois que tu grandis, tu te sépares inévitablement de ceux qui ne veulent pas bouger. Ce n'est pas personnel, c'est énergétique. La maturité te rend plus sélectif, plus observateur, plus conscient du type de lien qui te draine et de ceux qui te poussent vers l'avant. Ton cercle devient plus petit, oui, mais aussi plus pur. Accepter cette purification fait partie de la croissance. C'est ici que le stoïcisme entre en force. Les stoïciens ne voyaient pas la solitude comme un manque, mais comme le territoire où se forge le caractère. C'est dans le silence que tu te rends compte de 3 vérités simples et dures. Personne ne va te sauver, personne ne va te donner la vie que tu veux, et personne ne va te soutenir pour toujours. Et quand tu l'acceptes, non pas avec tristesse, mais avec détermination, une liberté s'active que très peu de gens expérimentent, la liberté d'appartenir à toi-même. La solitude expose ce que tu as ignoré pendant des années. Elle te montre tes habitudes, tes blessures, tes dépendances, tes attachements émotionnels. Elle te force à te demander pourquoi il est difficile pour toi d'être avec toi et pourquoi tu cherchais refuge chez les autres. Et même si cela fait mal au début, cet inconfort est la porte d'entrée à la connaissance de soi réelle. Il n'y a rien de plus honnête que de te regarder sans masque. Accepter la solitude comme une croissance signifie aussi arrêter de chercher des distractions pour éviter de ressentir. Tu apprends à être seul sans te sentir vide, à apprécier ton esprit sans peur, à t'écouter sans te juger. Tu commences à reconnaître ce dont tu as vraiment besoin, pas ce que le monde t'a dit que tu avais besoin. Et cela change tout, parce que lorsque tu construis la paix à l'intérieur, tu n'acceptes plus n'importe quelle compagnie juste pour éteindre l'anxiété. Le plus puissant de cette étape est qu'elle te rend exigeant avec toi-même et avec tes relations. Pas à partir de l'ego, mais à partir de la clarté. Tu comprends que tu préfères la qualité plutôt que la quantité, la profondeur plutôt que la présence superficielle, le silence plutôt que le bruit déguisé en compagnie. Lorsque tu acceptes la solitude sans résistance, tu commences à vivre à partir du choix et non de la peur. C'est pourquoi la solitude n'est pas une chute, c'est une transition. Ce n'est pas un vide, c'est un début. C'est l'espace où tu arrêtes de te perdre dans les autres pour te retrouver en toi-même. Et lorsque tu parviens à l'accepter avec maturité, tu découvres que tu n'as jamais été vraiment seul. Tu étais juste en train de grandir.
2. Lâche ce que tu ne contrôles pas. Parfois, la vie ressemble à un fil que tu tiens entre tes doigts. Tu le tires pour sentir que tu as le contrôle, mais plus tu forces, plus il s'en mêle, plus il se tend et plus il te coupe la peau. Quand tu le lâches enfin, non pas parce que tu le veux, mais parce que tu ne peux plus le tenir, tu découvres que le fil n'était jamais le problème. Le problème était ton besoin de tout dominer. C'est ainsi que fonctionne l'existence. Elle te montre encore et encore que t'accrocher ne fait que t'épuiser et que lâcher prise est, bien que cela fasse mal, l'acte le plus intelligent de ta croissance. Lâcher ce que tu ne contrôles pas n'est pas de la résignation, c'est de la libération. C'est comprendre que, malgré tous tes plans, malgré toutes tes anticipations de scénarios, malgré ton désir de faire correspondre chaque pièce à ta manière, tu n'as pas de pouvoir sur la volonté des autres, ni sur les circonstances qui changent sans prévenir, ni sur le comportement de ceux qui t'entourent, ni sur les décisions que d'autres prennent dans ton dos. La seule chose que tu contrôles est ton esprit, ta réaction et ton comportement. Le reste est de la fumée que tu essaies d'attraper avec tes mains. La plupart des gens souffrent parce qu'ils veulent gouverner ce qui ne leur appartient pas. Ils insistent pour que quelqu'un change, ils espèrent qu'une relation s'améliore, ils imaginent qu'une opportunité perdue va revenir, ils luttent contre des situations qui sont déjà closes ou qui n'ont jamais vraiment été entre leurs mains. Ils s'épuisent, se frustrent, se perdent dans une bataille que personne ne gagne. Le stoïcisme est clair à ce sujet. Ta liberté commence lorsque tu acceptes la vérité sans la négocier. Tu ne peux rien contrôler en dehors de toi. Lâcher prise ne signifie pas que tu ne te soucies pas. Cela signifie que tu ne vas pas te sacrifier mentalement pour ce qui n'est pas sous ta direction. Cela signifie que tu es prêt à admettre que la vie ne te doit pas d'explication et que tes désirs ne déterminent pas le résultat des choses. Cela signifie que tu choisis ta paix au-dessus de ton besoin d'avoir raison ou de maintenir des liens qui ne veulent plus être maintenus. Quand tu comprends cela, quelque chose en toi change. Tu arrêtes d'insister là où il n'y a plus de place pour insister. Tu arrêtes d'attendre des messages qui n'arrivent pas. Tu arrêtes de vouloir convaincre celui qui n'écoute pas. Tu arrêtes de te tourmenter pour des décisions qui ne dépendent pas de toi. Et, même si au début cela ressemble à une perte, ce que tu gagnes réellement, c'est de l'énergie, de la clarté et de la dignité. Lâcher ce que tu ne contrôles pas te redonne de la concentration. Tu commences à utiliser ta force sur ce que tu peux modifier, tes habitudes, ta discipline, ta mentalité, tes limites, ta façon de réagir, ta façon de construire ton avenir. Ce changement est si puissant que beaucoup de personnes autour de toi ne sauront pas comment gérer ta nouvelle tranquillité. Quand tu ne te laisses plus perturber par le moindre détail, quand tu ne te laisses plus entraîner dans des discussions inutiles, quand tu ne cherches plus de réponses là où il n'y a pas de volonté, tu deviens plus fort que jamais. Le détachement stoïcien n'est pas de la froideur, c'est de la sagesse. C'est la capacité de regarder une situation objectivement et de dire « cela ne dépend pas de moi, et donc je ne vais pas m'épuiser à essayer ». C'est prendre des décisions à partir du calme et non de l'anxiété. C'est marcher sans porter le poids de ce que les autres ont choisi ou ont cessé de choisir. Quand tu lâches ce que tu ne contrôles pas, tu récupères de l'espace pour grandir. Ton esprit respire, tes émotions se rangent, ta vie s'aligne. Tu arrêtes de te battre avec des ombres et tu commences à construire avec des faits. Et là, tu comprends que le véritable pouvoir n'est pas de contrôler le monde, mais de te contrôler toi-même. Parce qu'à la fin, celui qui apprend à lâcher prise cesse de perdre et commence enfin à avancer. 3. Remplace seul par avec moi. La plupart des gens vivent la solitude comme quelqu'un qui regarde une pièce vide et se convainc qu'il n'y a rien pour lui. Mais si tu observes bien, tu remarqueras quelque chose de différent. Cet espace n'est pas vide, il est rempli de toi. Ce qui se passe, c'est que tu es tellement habitué à te définir par les personnes qui t'entourent que tu as oublié qui tu es quand personne ne t'accompagne. Et c'est là le véritable conflit. Tu n'es pas seul, tu es avec toi et tu ne sais pas comment te traiter. Changer seul par avec moi
est un changement mental qui transforme complètement ta relation avec la solitude. C'est arrêter d'interpréter le silence comme un abandon et commencer à le voir comme une présence propre. C'est comprendre que la compagnie la plus importante ne vient pas de l'extérieur, elle vient de ton dialogue interne, de tes décisions et de ta façon de te soutenir émotionnellement quand personne d'autre ne le fait. Ce changement n'est pas facile, car il exige de la maturité, de la sincérité et un niveau de responsabilité personnelle qui fait mal au début, mais libère ensuite. Quand tu dis « je suis seul », tu te mets en position de victime, comme si la vie t'avait laissé en dehors de tout. Quand tu dis « je suis avec moi », tu te mets en position de pouvoir. Tu reconnais que ta présence a de la valeur, que ton esprit a une voix et que ta stabilité dépend de toi, pas du bruit extérieur. Les stoïciens l'avaient bien compris, l'individu qui parvient à être suffisant dans son propre espace est pratiquement invincible, car son bien-être ne dépend pas des variations émotionnelles des autres. Ce changement mental implique que tu arrêtes de courir après les distractions, que tu arrêtes de chercher de la compagnie pour combler les vides, que tu arrêtes d'accepter n'importe quelle conversation simplement parce que tu as peur de rester en silence. Quand tu commences à être vraiment avec toi, tu apprends à reconnaître tes émotions sans fuir. Tu acceptes tes pensées même si elles sont dérangeantes et tu découvres que beaucoup de tes blessures sont nées d'avoir évité ta propre voix pendant trop longtemps. Changer seul par « avec moi » signifie aussi apprendre à construire une relation interne saine. Te parler fermement quand tu tombes dans ton propre piège mental. Te confronter quand tu te sabotes. Te discipliner quand tu perds le cap. Prendre soin de toi quand personne d'autre ne sait ce que tu traverses. Être avec toi n'est pas te ménager, c'est exiger. Ce n'est pas te dire ce que tu veux entendre, c'est te dire la vérité que tu dois accepter. C'est à ce moment-là que tu découvres une réalité dure mais nécessaire. Beaucoup de gens cherchent de la compagnie parce qu'ils ne supportent pas d'être seuls avec leurs propres pensées. Et si tu ne peux pas être avec toi-même, comment espères-tu construire des relations authentiques avec les autres? Comment vas-tu offrir de la stabilité si tu ne peux même pas te soutenir émotionnellement quand la pièce devient silencieuse? Quand tu changes seul par « avec moi », la solitude cesse d'être un trou et devient un terrain fertile. Tu commences à te connaître vraiment. Tu découvres ce que tu aimes sans influence extérieure. Tu comprends tes limites, tu reconnais tes blessures et aussi ta valeur. Tu commences à construire une identité, un caractère et une présence interne que personne ne peut te prendre. Tu deviens plus sélectif, plus conscient et plus fort. Et le plus important, tu arrêtes d'avoir besoin de compagnie pour te sentir complet. Tu l'as choisi, non pas parce que tu as besoin de quelqu'un, mais parce que ta vie est déjà en ordre avec toi à l'intérieur. De cette position, tes relations s'améliorent, tes décisions deviennent plus claires et ton énergie reste plus propre. Parce que quand tu apprends à être avec toi, tu n'acceptes pas n'importe quoi par peur d'être seul. C'est ainsi que ça fonctionne. Le jour où tu changes ce mot, le jour où tu décides d'être avec toi au lieu de fuir de toi, tu commences à guérir. 4. Commence la journée en silence intérieur. L'esprit, au réveil, ressemble à une ville avant l'aube. Tout est sombre, calme, arrêté, comme si le monde entier inhalait avant de commencer à bouger. Mais il suffit que tu ouvres les yeux pour que cette ville se remplisse de trafic, de bruit, de tâches en attente, de souvenirs, d'anxiété, de conversations imaginaires et de préoccupations que tu n'as pas demandées. Si tu n'apprends pas à maîtriser ce moment initial, la journée te traîne. Si tu le contrôles, la journée t'appartient. C'est pourquoi commencer par un silence intérieur n'est pas un luxe spirituel. C'est une stratégie de survie mentale. Le problème est que beaucoup de gens commencent leur matinée comme s'ils étaient des soldats lancés dans une bataille sans armure. Ils sautent du lit directement au téléphone, se remplissent la tête de messages, de nouvelles, de problèmes d'autrui et de vies qui ne sont pas les leurs. Ils laissent le monde décider du ton de leur journée avant même de le décider eux-mêmes. C'est la racine du chaos émotionnel qu'ils portent. Ce ne sont pas leurs circonstances, c'est leur manque de silence.
Commencer la journée avec un silence intérieur signifie choisir consciemment de ne pas laisser le bruit entrer en premier. Cela signifie donner la priorité à ton esprit plutôt qu'au monde. C'est faire une pause, respirer, te centrer, ajuster ta présence et te rappeler qui tu es avant de faire face à ce qui vient. Les stoïciens avaient ce rituel même sans l'appeler ainsi. Ils consacraient les premiers instants de la journée à organiser leurs pensées, à diriger leur esprit vers le calme, à se préparer intérieurement pour les défis inévitables. Ce silence n'est pas du mysticisme, c'est de la concentration. C'est te dire à toi-même: aujourd'hui, je ne vais pas réagir comme un animal effrayé, je vais répondre comme un être conscient. Ce petit acte fait la différence entre être le maître de ta journée ou en être la victime. Parce que lorsque ton esprit se réveille dans le chaos, tout le reste est contaminé. Mais quand il se réveille dans le calme, tu peux faire face à n'importe quoi avec fermeté. Le silence intérieur t'apprend aussi à regarder ta vie avec clarté. Si tu t'assois un moment avec toi-même, sans distraction, sans écran, sans voix, tu commences à entendre ce qui est vraiment à l'intérieur. Tes véritables préoccupations, tes désirs, tes blessures, tes objectifs reportés apparaissent. Et même si les affronter est inconfortable, cela te permet de corriger ta trajectoire au lieu de vivre par inertie. Le silence révèle ce que le bruit te cachait. Cette habitude renforce aussi l'autodiscipline. Tu n'as pas besoin d'une heure entière, quelques minutes de pleine présence, de respiration consciente, de révision mentale et d'une intention claire suffisent. L'important est que tu sois celui qui décide comment commence ta journée, pas tes impulsions ni tes distractions. De là, tu construis ta force intérieure. Celui qui contrôle ses matins contrôle son énergie. Celui qui contrôle son énergie contrôle ses décisions. Et celui qui contrôle ses décisions contrôle sa vie. Les bénéfices de ce type de silence sont plus profonds que tu ne l'imagines. Tu deviens moins réactif, moins dépendant des stimuli externes, moins vulnérable au désordre émotionnel des autres. Tu te déplaces avec fermeté. Ton esprit se sent plus léger, comme si tu avais plus d'espace pour penser, décider et agir. Rien n'entre sans filtre, rien ne t'entraîne sans permission. Commencer la journée en silence intérieur te prépare aussi à gérer la solitude depuis un endroit plus fort. Si tu peux soutenir tes pensées le matin, tu peux te soutenir toi-même à n'importe quel moment de la journée. La solitude cesse de se sentir comme un vide et devient un espace que tu sais habiter, un terrain où tu ne te perds pas, mais où tu te trouves. Lorsque tu fais du silence ton point de départ, tout le rythme de ta vie change. 5. Réfléchis chaque soir. La nuit a une manière particulière de dévoiler la vérité. Quand le monde s'éteint, les lumières s'atténuent et le bruit extérieur se dissipe, ton esprit se retrouve face à toi sans déguisement. C'est comme un miroir qui n'apparaît que lorsque l'obscurité tombe, un miroir que tu ne peux pas éviter de regarder. C'est là que naît la réflexion, à cet instant où tu ne peux plus te cacher derrière des occupations, des conversations ou des distractions. La nuit est l'examen que tu te fais à toi-même, même si tu ne le veux pas. Réfléchir chaque soir n'est pas un rituel romantique, ni un exercice spirituel exagéré. C'est l'une des pratiques les plus puissantes pour rester conscient de ton chemin. Car il ne suffit pas de vivre, il faut revoir comment on vit. La plupart des gens passent leur journée comme des vagues répétées, sans prendre le temps de réfléchir à ce qu'ils ont bien fait, à ce qu'ils ont mal fait, aux décisions qu'ils ont prises sur un coup de tête, aux émotions qu'ils ont portées sans les traiter, ou aux actes qu'ils ont répétés qui les éloignent de ce qu'ils veulent vraiment. Et puis, ils se demandent pourquoi ils ne changent pas. La réflexion nocturne fonctionne comme un filtre qui nettoie tout ce que tu as accumulé pendant la journée. Elle te permet de voir tes erreurs sans te condamner, tes réussites sans gonfler ton ego et tes émotions sans les déguiser. C'est un espace où l'esprit s'organise et se confronte à lui-même avec honnêteté. Les stoïciens la considéraient comme un outil essentiel. Ils révisaient leurs actions quotidiennes pour se corriger, se comprendre et s'améliorer. Ils ne cherchaient pas la perfection, ils cherchaient la clarté. Réfléchir chaque soir t'aide aussi à affronter tes ombres.
Ce que tu évites pendant la journée revient toujours la nuit. Tes doutes, tes insécurités, tes peurs, tes conversations en suspens avec toi-même. Et même si cela est inconfortable, c'est dans cette confrontation que tu grandis. Tu ne peux pas te transformer si tu ne t'observes pas. Tu ne peux pas guérir si tu ne reconnais pas ce qui te blesse encore. Tu ne peux pas avancer si tu nies les parties de toi qui ont besoin d'attention. Cette habitude te protège également de vivre en pilote automatique. Elle te force à te demander si tu as agi en fonction de tes valeurs ou de ton impulsivité, si tu as tenu ta parole ou si tu t'es trahi, si tu as pris soin de toi émotionnellement ou si tu t'es abandonné pour plaire aux autres. Chaque nuit est une occasion de reprendre le contrôle, de corriger le cap et de renforcer ton engagement envers toi-même. Le manque de réflexion est à l'origine des regrets futurs. Elle t'aide aussi à cultiver l'autocontrôle. Lorsque tu révises tes actions avec sincérité, tu commences à remarquer des schémas qui passaient auparavant inaperçus. Des réactions répétitives, des émotions accumulées, des décisions précipitées. La réflexion ne change pas ce que tu as fait, mais elle change ce que tu feras demain. Car voir tes échecs en face te force à te discipliner, à être plus conscient de tes impulsions et à arrêter de justifier ce que tu sais qui te nuit. Réfléchir chaque soir renforce ta relation avec la solitude. Elle t'apprend à habiter le silence sans peur, à t'écouter sans fuir, à te comprendre sans te juger. C'est la pratique qui te connecte à ta conscience réelle, à la version de toi qui observe au lieu de réagir, qui corrige au lieu de blâmer, qui apprend au lieu de répéter. C'est une conversation silencieuse mais profonde, la conversation la plus importante que tu auras dans ta vie. Lorsque tu fais de la réflexion nocturne une habitude quotidienne, ta vie change parce qu'elle cesse d'être un ensemble de jours répétés et commence à devenir un processus conscient. Tu ne te lèves plus pour improviser, tu te lèves avec une direction. Tu ne finis plus la journée vide, tu la finis avec un sens. Tu ne répètes plus les erreurs par inertie, tu les corriges à la racine. Réfléchir chaque soir n'est pas regarder le passé. 6. Prends soin de ton régime émotionnel. Les émotions que tu consommes sont comme la nourriture que tu mets dans ton corps. Certaines te nourrissent, d'autres t'enflamment, et d'autres simplement t'empoisonnent sans que tu t'en rendes compte. La plupart des gens passent leur vie à manger des déchets émotionnels et se demandent ensuite pourquoi ils se sentent épuisés, vides, irrités ou confus. Tout comme avec la nourriture, la qualité de ce que tu laisses entrer détermine la qualité de ton état interne. Ton esprit peut être un temple ou une décharge, selon ce que tu permets d'y entrer. Prendre soin de ton régime émotionnel signifie assumer la responsabilité de l'énergie que tu consommes chaque jour. Je ne parle pas seulement de personnes, je parle de pensées, de nouvelles, de conversations, de souvenirs, de réseaux sociaux, d'idées que tu te répètes, d'histoires que tu te racontes, d'environnements que tu tolères et d'émotions que tu choisis de retenir, comme si elles faisaient partie de ton identité. Les gens pensent que l'esprit souffre de grands événements. Mais ce qui détruit le plus, ce sont les petites doses de toxicité qui s'accumulent sans que tu t'en rendes compte. Un commentaire malveillant que tu gardes, une comparaison que tu te fais, une critique que tu répètes dans ta tête, une attente qui te frustre, un lien qui te draine goutte à goutte. Cela te consume plus que n'importe quelle tragédie ponctuelle. Le stoïcisme est clair sur ce point. Tu ne peux pas contrôler le monde, mais tu peux contrôler ce que tu décides de laisser t'affecter. Tu es responsable de ce qui nourrit ton état mental. Si tous les jours tu consommes du drame, de l'anxiété, des plaintes, de la négativité et du bruit, tu ne peux pas t'attendre à ressentir la paix, la clarté ou la stabilité. Ton émotion dominante sera toujours le reflet de ton régime émotionnel quotidien. Prendre soin de ce régime implique également d'éliminer ce qui te contamine. Les personnes qui ne font que décharger leurs problèmes sans intention de changer, les conversations qui te laissent plus mal que tu ne l'étais en arrivant, les environnements qui te tendent, les réseaux sociaux qui te comparent, les habitudes qui te sabotent.
Le détachement émotionnel commence lorsque tu reconnais que certaines choses ne devraient pas avoir accès à toi. Non pas parce que tu es froid, mais parce que tu te valorises suffisamment pour ne pas permettre à des forces externes de manipuler ton état intérieur. Tu dois également revoir tes propres pensées. Beaucoup de ce qui te fait mal ne vient pas des autres, cela vient de toi. Cela vient de ce que tu te dis, de la façon dont tu interprètes ce qui se passe, des scénarios catastrophiques que tu inventes, des souvenirs que tu revives sans nécessité, des histoires que tu te racontes sur toi-même. Cela fait partie de ton régime émotionnel, et si tu ne le régules pas, tu vivras dans des montagnes russes interminables créées par ton propre esprit. Prendre soin de tes émotions ne signifie pas éviter de ressentir, cela signifie apprendre à choisir ce qui te construit.